L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. Votre invité ce matin, Pierre-Hugues, est le docteur Alexis Burneau. Il est médecin au service de soins palliatifs de l'Institut Curie. Avec lui, vous revenez sur le projet de loi fin de vie, présenté la semaine dernière en Conseil des ministres. Dès lundi, des auditions préparatoires auront lieu à l'Assemblée nationale. Bonjour, docteur Alexis Burneau. Bonjour. Et merci d'être en studio avec nous ce matin. Projet de loi présenté la semaine dernière par Catherine Vautrin. Quand vous avez vu ce projet, quelle a été votre première réaction, docteur Alexis Burneau ? D'abord un petit peu sidéré, ce qui était le cas du reste de mes collègues, parce qu'on s'attendait, si vous voulez, avec ce qu'on avait entendu, à probablement d'abord une diffusion massive de l'offre de soins palliatifs, de l'offre d'accès à une prise en charge de la douleur avant, j'allais dire, une aide active à mourir qui aurait pu être, si vous voulez, un projet de loi après différent. avoir tout essayé. Vous vouliez deux projets de loi ? On voulait deux projets de loi parce qu'on savait qu'il y avait une unanimité pour pouvoir avancer très vite sur le développement de ces soins palliatifs qu'on attend depuis 25 ans, puisque depuis 1999, il y a une loi qui donne le droit d'accès à ces soins palliatifs qui n'est pas le cas sur tout le territoire. Et donc, c'est ce qu'on attendait en premier lieu, oui. Et justement, regardons en détail ce point sur les soins palliatifs, un sujet qui fait consensus. En France, les 2/3 des patients qui auraient besoin de soins palliatifs n'y ont pas accès. Tous les départements n'ont pas d'unité de soins palliatifs, alors que, vous le disiez, c'est une obligation légale. Sur ce volet, les annonces de Catherine Vautrin d'investir plus d'1 milliard d'euros en soins palliatifs vous satisfont-elles ? Écoutez, je pense que c'est quand même une grande avancée, surtout qu'elle a annoncé qu'il y aurait un effet cumulatif des 100 millions annuels, donc il va faire probablement plus que ce chiffre-là. Ouais. Donc oui, j'ai envie d'y croire, même s'il y a eu de nombreux rapports pendant toutes ces années qui demandaient que ça se fasse. Donc oui, j'ai envie d'y croire qu'on puisse mettre le paquet pour le développement de ces soins, qui n'est pas que mettre du personnel et des structures, qui est aussi d'aller développer une éthique du soin, une culture palliative qui doit imprégner toutes celles et ceux qui sont en contact de personnes fragiles. Ça va plus loin que juste des moyens financiers ou des moyens humains, il y a toute une culture à mettre en place. Qu'est-ce que ça signifie ? Ah oui, je pense que mettre des unités supplémentaires ça ne suffira pas s'il n'y a pas un esprit collectif, un projet sociétal, une éthique du soin, une culture qui vient faire en sorte que quand vous êtes vulnérable par le grand âge, la maladie ou le handicap, eh bien vous vous sentez toujours dans une société qui vous aide à vivre. On ne connaît pas très bien les services de soins palliatifs, on a du mal à se les imaginer. Vous êtes médecin dans un service de soins palliatifs. Concrètement, comment ça marche ? Mettons que je sois un patient en fin de vie, je suis accueilli. Décrivez-nous comment fonctionne un service de soins palliatifs ? Alors, il y a plusieurs modalités. Les soins palliatifs ont été créés il y a une quarantaine d'années, en particulier pour les personnes gravement malades en fin de vie. Ouais. Aujourd'hui, on a beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'on n'attend pas la fin de vie pour s'intéresser à la prise en charge globale, pour s'intéresser au soulagement des douleurs, à l'accompagnement des proches, mais bien collaborer avec les oncologues si on est en cancérologie, avec les neurologues si on est en neurologie, enfin bref, avec nos collègues qui traitent la maladie, qui traitent la vulnérabilité, enfin qui soulage la vulnérabilité pour intervenir au juste moment. C'est-à-dire quand la consultation n'est pas suffisante, quand il y a des symptômes qui sont trop réfractaires, quand il y a besoin d'une aide logistique à la maison, quand il y a besoin de répondre à une souffrance psychologique. Bref, quand il y a besoin de faire équipe avec nos collègues, équipe avec le patient, équipe avec ses proches. Et que vous disent-ils les patients en soins palliatifs ? Eh bien, ils viennent souvent nous dire, mais dommage que je n'ai pas rencontré l'équipe plus tôt parce que ça fait longtemps que j'ai besoin d'être entendu dans ma logistique à la maison, j'avais besoin d'être aidé et soulagé pour mieux dormir, pour pouvoir être plus autonome. Et l'action des soins palliatifs, qui est une action en équipe, elle est destinée à tout faire pour améliorer l'autonomie, la qualité de vie des gens à domicile et surtout respecter au maximum ce qui est important pour eux, pour que le temps qui reste puisse avoir de la valeur, puisse être précieux, puisse avoir un intérêt. On dit parfois que le service de soins palliatifs, c'est le dernier lieu à l'hôpital vraiment humain, où il y a énormément d'humanité. Est-ce que c'est ce que vous constatez ? Écoutez, je pense qu'il y a quand même des lieux d'humanité dans plein d'endroits. J'ai la chance de travailler dans une maison qui développe une grande humanité, à la fois dans la recherche, dans la recherche de compétences et dans la recherche en sciences humaines et sociales. Mais c'est vrai que en soins palliatifs, vous prenez le temps avec les personnes pour vous ajuster
à ce qu'ils sont et pour co-construire avec ces personnes un projet de soins qui correspond à ce qu'elles veulent, ce qu'elles attendent, qui a de la valeur. Et c'est ça qui fait aussi l'humanité du service. Parmi le corps médical, dans ces services de soins palliatifs, que pense-t-on du développement à la fois des soins palliatifs et en même temps de l'aide active à mourir qui est portée dans ce projet de loi ? Est-ce que pour vous, il est possible de faire les deux en même temps ? En fait, on nous dit souvent il ne faut pas opposer soins palliatifs et aide active à mourir. Quand je parle d'aide active à mourir, c'est-à-dire euthanasie et suicide assisté, c'est-à-dire mort provoquée, c'est-à-dire aide au suicide. Mais en fait, ce sont deux visions, deux projets sociétaux, deux cultures différentes qui viennent se rencontrer. Aujourd'hui, les promoteurs d'une nouvelle législation, en tout cas qui poussent le gouvernement à une nouvelle législation, ont un discours qui est très clair. Ils veulent qu'on puisse programmer le jour et l'heure de notre mort sans condition, sans pronostic. Ils le disent clairement dans les dernières publications qu'on a pu voir dans la presse ou dans les discours officiels. C'est le cas, même parfois avec des directives anticipées si on perd une autonomie de décision face à un monde où, j'allais dire, une culture palliative qui a été développée selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé, qui est de tout faire pour soulager et accompagner jusqu'au terme naturel d'une existence. Vous dites deux cultures différentes, pourtant c'est plutôt l'avoir le choix que prônent les promoteurs de l'aide active à mourir. C'est plutôt dire, voilà, si certains veulent une aide active à mourir, qu'ils puissent y avoir accès. Oui, c'est ce avoir ce choix. Mais ça reste choix. Mais en quoi ces deux cultures différentes ? C'est un choix où on demande à un tiers d'intervenir. Donc déjà, c'est pas rien. C'est-à-dire qu'on demande à vous, à moi, enfin surtout à moi, de pouvoir intervenir sur tel jour, à telle heure, je provoque la mort de quelqu'un selon son souhait d'être arrêté dans sa vie. Or, notre développement de soins, c'est d'aider les gens jusqu'au terme de leur existence. Avec évidemment tout faire pour qu'ils soient soulagés, jusqu'à parfois les endormir si ce n'était pas le cas. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que pour que nous soignants, nous puissions chaque jour continuer à soigner d'autres personnes, eh bien, il faut aussi qu'on puisse travailler dans un cadre avec des bornes. Et si on dépasse en scène les bornes, il n'y a plus de limite. Et si vous voulez, ce sont aussi ces bornes qui nous donnent la possibilité de soigner avec mesure, de ne pas être en burn-out, même si il est vrai, il y a des situations qui sont très difficiles, il y a des demandes qui sont très à la marge de notre travail, mais qu'il faut, je pense, voir au cas par cas et pas forcément une législation comme ça globale. Parce qu'il y a des risques à avoir une législation comme ça globale. Vous pensez que ça peut, entre guillemets, tenter des patients qui n'y auraient pas forcément pensé ? Ah ben c'est sûr, il y a un effet incitatoire. Si vous voulez, aujourd'hui, il y a quand même un discours qui a changé. Il y a une certaine promotion de la mort programmée, il y a une certaine promotion du suicide. On entend des discours sur les personnes âgées où finalement... on dit que y a un moment, ce serait pas mal de tirer sa révérence. On montre que finalement, toute fragilité est inutile et donc ce serait bien d'arrêter sa vie avant ce moment-là. Alors j'entends, je respecte. Quand vous travaillez en soins palliatifs, vous êtes aussi témoin d'hommes, de femmes, d'enfants qui, traversés par cette fragilité, peuvent témoigner de comment la vie peut encore avoir de la saveur, de la qualité, dès lors qu'elle est évidemment accompagnée, soulagée. Et oui, il y a en ce moment un discours qui est de dire la fin de vie digne, c'est une fin de vie programmée par suicide. Peut-être que c'est ça le nouveau projet de société. Mais oui, c'est différent de ce que l'on vit, nous, jusqu'à maintenant. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, c'est la loi Claes-Leonetti qui régissait cette fin de vie en France. Une loi qui avait, à l'époque, été adoptée à l'unanimité. Aujourd'hui, le sujet est beaucoup plus clivant. Est-ce que la loi Claes-Leonetti répond à tous les cas que vous avez, où il y a beaucoup de cas encore, où il faut une évolution législative ? S'il y a des cas à la marge, pour reprendre vos mots, il faut une évolution législative ? Ce que je veux vous dire, c'est que la loi Claes-Leonetti, c'est la 4e loi d'un processus législatif. En France, et je pense que c'est l'honneur de la France, nous avons eu de nombreux échanges, de nombreux débats, une grande réflexion, une grande culture sur la question de la fin de vie, de la maladie grave, avec des législations en 1999, en 2005, en 2016, qui dit en gros, on doit soulager toujours, même au risque de précipiter la mort. On doit toujours accompagner. Il y a un accès universel aux soins palliatifs. Il y a possibilité d'endormir.
il y a possibilité de se retenir de traitement. On doit toujours écouter une personne qui ne veut pas un nouveau traitement, surtout s'il y a un maintien artificiel en vie. On peut faire plein de choses en France, y compris arrêter un traitement de maintien en vie et d'endormir la personne si ensuite il était inconfortable. Donc il y a sûrement des situations à la marge, mais ce que je veux dire, c'est que ces situations, quand elles sont entendues individuellement, eh bien, elles permettent quand même des chemins. Alors, oui, peut-être, il faut bouger des choses, mais on ne pourra pas trouver une loi qui réponde à chaque situation. Or, la loi, elle envoie un message collectif. Donc voilà, peut-être qu'il y a une part d'ombre nécessaire qui permette des ajustements auprès de chacun. Vous voyez, je suis plus inquiet d'un projet de loi ou d'une loi qui envoie un message qui dit aux personnes vulnérables, à partir de maintenant, si vous le souhaitez, on peut vous aider à vous suicider, que des actes ici et là, dans une intimité d'un patient avec son médecin ou un autre, parce que c'était lui, parce que c'était moi, voilà ce que j'ai fait, et c'est normal d'en référer au tribunal de ma conscience, et finalement, qu'on reste dans un domaine transgressif si je vais jusqu'à provoquer la mort. Vous avez parlé de la conscience. J'aimerais qu'on s'arrête sur cette conscience, notamment le cas de conscience qui va s'agir pour les médecins demain. Certains vont sans doute exercer leur clause de conscience, s'il est possible, dans le futur projet de loi. Selon vous, de ce que vous entendez autour de vous, parmi les médecins, les infirmières, les infirmiers qui travaillent en service de soins palliatifs, y a-t-il cette volonté d'exercer cette clause de conscience en disant non, pour moi, ça n'est pas possible? Comment réagit ce corps médical par rapport à cette clause de conscience? Alors, je pense qu'on n'en est pas encore là, puisqu'il n'y a pas une loi qui est promulguée, qu'on est dans des échanges, dans des débats. Les parlementaires démarrent leurs débats. Vous parliez du cas de conscience, c'est le titre du livre que j'ai écrit, qui est paru il y a quelques semaines. Nous avons finalement des cas de conscience un peu pour chaque personne que nous accompagnons, parce que ce n'est pas toujours facile de trouver le juste soin. Est-ce que c'est moi qui pousse dans ce soin-là, ou est-ce que c'est bien la personne? Comment être toujours dans une décision adaptée à la situation? Parfois, il faut se retenir de prescrire. Donc le cas de conscience, il est normal, il se fait en équipe. Et nous essayons de l'avoir pour chacun parce qu'on doit continuer à douter. Maintenant, c'est-à-dire qu'on doit continuer à douter? On doit continuer à douter si ce que l'on décide aujourd'hui, c'est bien dans l'intérêt du malade. Parce que si on ne repense pas systématiquement notre éthique du soin en conformité avec ce que vit la personne dans son intérêt, eh ben, on peut être amené à être trop puissant et à ne pas être dans l'intérêt de la personne. Donc vous voyez, douter, ça veut dire aller revoir en permanence le projet de soin, le co-construire. En tout cas, c'est comme ça que nous essayons de travailler. Je rebondis sur ce que vous disiez il y a 1 minute sur l'intimité, sur le tribunal de la conscience, dans certains cas particuliers. Selon vous, est-ce que certains médecins aujourd'hui sont obligés de, entre guillemets, transgresser la loi parce que c'était lui, parce que c'était elle? Écoutez, je ne sais pas, peut-être. En tout cas, moi, je travaille dans un établissement en équipe, avec des moyens humains et des moyens qui permettent de soulager, d'accompagner. J'imagine bien que si j'avais un exercice solitaire où je dois aller à domicile loin, je serais probablement confronté à des situations très différentes et peut-être que je serais amené à poser un certain nombre d'actes. Mais je trouve sain que la personne sache toujours que le thérapeute qui est en face de lui, eh bien, il a des limites. Et s'il sort de ses limites, il transgresse. Est-ce que c'est toujours au médecin de décider quelle place aussi à la parole du patient? Le médecin ne doit-il pas se soumettre à ce que souhaite le patient? Vous savez, notre quotidien, c'est d'écouter d'abord pour co-construire. Mais si vous voulez, ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure, il y a des limites à l'exercice pour pouvoir encore soigner. Et est-ce qu'il faut aller jusqu'à provoquer la mort? Ce que je vois, c'est que on peut être tenté sur des exceptions d'euthanasie, sur des situations très difficiles. Mais je crois qu'elles doivent arriver dans un colloque singulier. Si l'on fait une loi, comment mettre un curseur? C'est impossible. Chaque fin de vie est exceptionnelle. Votre vie, ma vie, notre mort, elle est exceptionnelle. Donc, trouver une limite pour dire là, c'est acceptable et là, c'est pas acceptable, ce n'est pas possible. D'ailleurs, les tenants ceux qui veulent modifier la loi le disent bien. Ils disent il faut pas de limite. Il faut pouvoir entendre ceux qui le souhaitent. Mais ça veut dire que il y a un changement radical dans la relation soignant qui deviendrait, j'allais dire, un peu prestataire,
quelqu'un qui demande qu'on le fasse mourir et on le fait mourir parce que c'est sa volonté. En un mot, pour vous, quelle est la ligne rouge ? Si vous voulez, aujourd'hui, c'est quasiment impossible, si on part sur cette voie-là, de différencier la prévention du suicide de l'aide au suicide. Donc je crois qu'il faut repenser notre rapport aux soins pour essayer de rassurer, d'aider, peut-être d'avancer quelque part. Vous voyez, je partage le doute et la nuance. Donc une ligne rouge, je peux pas vous dire comme ça brutalement, mais je pense qu'on risque d'aller vers un basculement très fort si on ne repense pas davantage avant de légiférer. Deux cultures, on l'entend ce matin, ce que vous disiez, docteur Alexis Burnot. Je rappelle que vous publiez Fin de vie, le cas de conscience. C'est aux éditions de l'Observatoire, livre dans lequel justement vous revenez sur ce défi éthique collectif. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de la matinale.